Le torchon brûle entre Québec et ses ingénieurs. Après 2 semaines de grève, les négociations sont rompues. Faites-vous-en pas. Attendez encore quelques semaines, là, puis vous allez comprendre dans quelle crise on va se trouver. Fin du Conseil de la Fédération, les provinces exigent un plan clair d'Ottawa pour faire face aux tarifs de Donald Trump. We are in a stronger position than we were when this trade war started. We have to hit them back with everything we have until they feel the pain. Et à l'abordage des voiliers centenaires et d'impressionnants navires accostés au port de Québec. Ce qui va le plus surprendre les gens, c'est la manière qu'on s'organise pour vivre à l'intérieur d'un navire qui n'est pas grand. Il est 22 h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde. Ça va mal entre Québec et ses ingénieurs, ça va même très, très mal. Les quelques 2000 ingénieurs du gouvernement sont en grève depuis plus de 2 semaines maintenant et le gouvernement aurait quitté la table de négociation. En fait, Nouveau Info a appris que les discussions sont rompues depuis 1 semaine maintenant. Le reportage de Véronique Dubé et de Noah Abel. Ça paraît peut-être pas parce que ce sont les vacances de la construction, mais il y a 2000 ingénieurs au Québec qui sont en grève et ça affecte 127 chantiers de construction comme celui que vous voyez derrière moi. Et là, selon le syndicat, le gouvernement du Québec vient de quitter la table de négociation. Alors tenez-vous bien, ça bougera pas après les vacances. Ça fait 2 semaines et demie de grève. On a essayé d'arriver avec une approche de compromis. Et le gouvernement a tout simplement quitté la table. Donc, ils ont rompu les négociations. Ils disent qu'on a un fossé infranchissable qui nous sépare entre nos demandes et leurs offres. La grève n'affecte pas juste les chantiers routiers, mais aussi 26 ministères. Que ce soit au ministère de l'Environnement, ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministère des Transports, ministère des Affaires municipales. Les impacts qui sont majeurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas juste les chantiers routiers là, qui roulent l'été. Là. Par exemple, ici au port de Montréal, il y a des grandes pièces d'équipement qui restent en place et l'entreprise a besoin de l'approbation des ingénieurs. Malheureusement, les ingénieurs sont en grève. The cargo is sitting there since almost 10 days right now and accumulating, storage charges. Can you tell us what type of equipment you're bringing in? Parts for nuclear plants. So for you, quickly, the frustration, can you describe it? The frustration is that we cannot move the cargo, and we cannot accomplish what our client requests us, Les ingénieurs n'ont pas de convention collective depuis 2023 et ils réclament un rattrapage salarial similaire aux autres employés de l'État. Ça fait plus de 3 ans et demi là, qu'on est sans convention, puis que les négociations piétinent. Et puis, vous demandez quoi, vous? Ça fait, je vous dirais, depuis le début qu'on souhaite être traité comme parmi les groupes prioritaires. On a entendu M. Legault dire en Chambre à l'Assemblée nationale qu'il avait donné une enveloppe budgétaire monétaire en masse salariale équivalent à 25 de la masse salariale pour les infirmières, pour les enseignants. Nous, on est capable de trouver un règlement assez rapidement si le gouvernement faisait l'effort de nous offrir le même type d'enveloppe. Pour le moment, le gouvernement, sa position, c'est on n'a fait aucun compromis sur notre cadre financier qu'on avait établi initialement. Le syndicat est en colère contre la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau. Madame Duranceau, elle se cache derrière ses fonctionnaires. Depuis le début dans cette négociation-là, c'est une négociation qu'on trouve que de l'autre côté, ils font preuve d'une arrogance puis du mépris envers les ingénieurs, envers notre association. C'est sûr que ce gouvernement-là négocie par crise. Lorsqu'on aura une crise, on réglera la situation. Mais faites-vous-en pas. Attendez encore quelques semaines, là, puis vous allez comprendre dans quelle crise on va se trouver. Le cabinet de la ministre Duranceau contredit la version du syndicat et assure attendre une réponse à sa dernière offre. On a sollicité une entrevue avec la ministre Duranceau qui nous dit qu'elle commande seulement quand c'est nécessaire. À Montréal, Noah Abel pour Nouveau Info. On aura rarement parlé autant d'un conseil de la Fédération estivale. Mais en pleine guerre tarifaire, la réunion estivale des premiers ministres des provinces a été scrutée à la loupe et pour cause, après l'annonce d'une nouvelle surtaxe de 50 sur les produits canadiens en début de semaine, eh bien, le président américain pourrait annoncer encore d'autres tarifs demain, cette fois-ci sur les produits d'entreprise qui, selon Donald Trump, proviennent du travail forcé. En attendant, le premier ministre Mark Carney a pris la parole après sa rencontre avec ses homologues des provinces à Charlottetown. Il assure que le Canada est plus uni que jamais et prêt à négocier avec la Maison-Blanche. Lily Mercure.
Oui, la priorité, c'est de négocier avec le gouvernement américain. Il reste environ 26-27 jours avant que ces potentiels tarifs de 50 % entrent en vigueur. Donc, priorité de négocier, mais aussi de développer l'économie canadienne parce que depuis janvier, le premier ministre Mark Carney l'a souligné, il y a 50 missions à l'étranger, des missions économiques qui ont eu lieu de la part de plusieurs élus canadiens. Et ça donne plus de levier au gouvernement canadien dans les négociations avec Washington, du moins beaucoup plus qu'il y a 18 mois. Il faut d'autres options. Et ce qui est évident, que l'administration américaine remarque que le Canada est en train de créer des relations plus étroites avec d'autres économies, les européennes, les Anglais, les grandes économies de l'Asie. Et il y a notamment été question des barrières commerciales qui existent entre les provinces. Et maintenant, on sent vraiment un désir pour retirer ces barrières-là. On peut écouter le premier ministre de l'île du Prince-Édouard, qui était aussi par le fait même président du Conseil de la Fédération cette année. Removing internal trade barriers has been something talked about by politicians for years. It shouldn't be more difficult to do trade between our provinces than it is to do trade between countries. So, in the last 18 months, we've made significant progress. Provinces and territories have introduced legislation that will make it easier to do business across the country. Et d'ailleurs, voici le message de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, qui s'est adressée aux gens un peu plus tôt dans la journée. D'une part, je demande à ce que les provinces aient accès à un plan de négociation, au plan de négociation du fédéral, un plan clair. Vous le savez, les décisions qui vont être prises par le gouvernement canadien vont avoir des impacts importants sur notre économie. Alors, je demande à ce que le Québec soit pleinement informé et associé à la stratégie canadienne. Et on poursuit la discussion avec l'analyste politique Antonine Iaccarini. Bonsoir, Antonine. Bonsoir, Marie-Claude. Bon, ça a vraiment été un conseil de la Fédération sous le signe des tarifs. Tarifs de 50 % en début de semaine, peut-être encore plus de tarifs demain si on se fie à Donald Trump. Mais c'est vraiment un sujet qui a monopolisé l'attention. Oui, parce qu'il y a toujours un conseil de fédération pendant l'été. Depuis l'an dernier, en fait, depuis le retour de M. Trump, les conseils de la fédération sont monopolisés par la stratégie des provinces et du gouvernement fédéral face à ces tarifs dans le contexte de la guerre commerciale. Et là, on sent vraiment que les premiers ministres des provinces attendaient Mark Carney de pied ferme. Ils veulent savoir ce que sera le plan de match dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, alors que les tarifs s'accumulent et que les négociations pour un nouvel accord de libre-échange piétinent. Ouais. Monsieur Carney qui a assuré aujourd'hui que le Canada était en meilleure position qu'au début de la guerre tarifaire. Est-ce que c'est vraiment le cas? Puis est-ce qu'on a une meilleure idée du plan de match de Mark Carney? C'est difficile pour nous d'avoir l'impression qu'on est en meilleure position qu'il y a un an et demi, étant donné qu'on commence à voir même les conséquences économiques de ces tarifs-là. On a vu des fermetures d'entreprises, des délocalisations, des mises à pied. Mais la stratégie de Mark Carney, ça semble être celle de gagner un peu du temps, de laisser un peu les choses passer. On ne réagit plus à chaque fois que M. Trump met des nouveaux tarifs et probablement qu'on espère que les élections de mi-mandat vont venir affaiblir l'action présidentielle. Parce que des premiers ministres qui voudraient que Mark Carney soit un petit peu plus agressif, qu'on ne fasse pas juste négocier, mais qu'on commence à montrer les dents finalement. Premier ministre de l'Ontario, qui a toujours eu une attitude beaucoup plus combative, Doug Ford, qui s'auto-proclame un peu capitaine Canada, mais qui, lui, aimerait qu'on mette des contre-tarifs, des mesures de riposte. C'est pas la stratégie qui est adoptée pour l'instant par Mark Carney. Et c'est pas non plus ce que le Québec prône en ce moment. On va aider les entreprises d'un côté et d'avoir une action qui est plus concertée, mais en même temps travailler beaucoup en coulisses et essayer de faire avancer les choses au niveau des négociations, mais aussi des leviers de pression sur le président à l'intérieur des États-Unis. On peut penser, par exemple, à d'autres acteurs politiques aux États-Unis. Ouais. Autre sujet qui préoccupe, j'imagine, le gouvernement de la CAQ, c'est la grève des ingénieurs, en grève depuis 2 semaines maintenant. Et là, ce qu'on apprend, c'est que les négos sont rompus. D'ailleurs, le tribunal administratif du travail qui a jugé que le gouvernement a négocié de mauvaise foi.
Oui, effectivement, hein, les ingénieurs, le syndicat des ingénieurs qui dit que c'est un peu un classique, il faut dire, mais que le gouvernement ne négocie pas de bonne foi, qu'on n'a pas de l'autre côté de la table de négociation une bonne attitude. Et les ingénieurs qui disent que pour quelques millions de dollars, là, on serait en mesure de régler cette situation-là, qui va finir par avoir des conséquences importantes. Surtout, là, on parle de ralentissement économique, on parle de l'importance d'avoir des grands projets, de prendre soin de nos infrastructures. Une grève d'ingénieurs, c'est pas comme une grève d'enseignants. Les citoyens vont pas le sentir dans les premiers jours d'une grève comme telle, mais ça finit par avoir des conséquences importantes et le gouvernement le sait très bien. On est à l'approche des élections également. Est-ce que ça peut jouer peut-être dans cette attitude d'être pas trop pressé là, du côté du gouvernement? Bien, ça ressemble un peu à ce que la ministre Duranceau, son cabinet a dit. On ne commande que ce qui semble important. Ça semble assez majeur là, comme situation. C'est quand même important, mais quand la Chambre ne siège pas et qu'il n'y a pas d'Assemblée nationale, on dirait que c'est un petit peu plus facile des fois pour les ministres de ne pas répondre à toutes les questions des journalistes ou à toutes les attaques des syndicats, par exemple. Merci beaucoup, Antonine. Bonne soirée. Escalade du conflit au Moyen-Orient, les prix du pétrole brut grimpent en flèche après des attaques en mer Rouge. Les détails après la pause. Parlons de la guerre au Moyen-Orient maintenant. Les rebelles Houthis du Yémen ont revendiqué des attaques contre des pétroliers dans la mer Rouge. Ce n'est rien pour apaiser le conflit qui s'enlise entre l'Iran et les États-Unis. D'ailleurs, le président Trump a menacé les Houthis de représailles, tout comme l'Iran qu'il juge responsable de la situation. Sabrina Rivet. Et Donald Trump a haussé le ton en disant que si les Houthis récidivent, eh bien, les États-Unis vont répliquer en tenant l'Iran comme étant responsable. Il y aura de lourdes sanctions militaires autant pour l'Iran que les Houthis. C'est le message qu'il a marqué sur Truth Social parce que je vous rappelle que les Houthis ont attaqué 2 pétroliers avec des missiles et des drones en mer Rouge. D'ailleurs, ils ont annoncé vouloir un blocus des navires d'Arabie Saoudite qui est le premier exportateur mondial de brut. Et conséquence, eh bien, les cours du pétrole ont grimpé en flèche aujourd'hui. Hein. Le baril de Brent a dépassé les $100. I hope that will de-escalate because I think the Houthis, frankly, got snookered into this thing by the Iranians, and they were smart to stay out of it, and they should stay out of it, and they should stop. We'll see what happens there. Obviously, it's not a positive development. Bon, et par ailleurs, il y a plusieurs pays qui ont condamné les attaques dans la mer Rouge, dont le Royaume-Uni. Il y a même l'armée allemande qui va retirer 2 navires de la région. Et il y a la ministre Anita Anand qui a dit « Nous réaffirmons l'importance de la liberté de navigation et des obligations énoncées dans la Convention des Nations Unies. » Et bon, à peine quelques heures aussi après la signature, hein, là, on parle cette fois-ci entre les États-Unis et l'Arabie saoudite concernant donc un accord sur le nucléaire. Et bien, Donald Trump a dit que l'accord était conditionnel à ce que l'Arabie saoudite reconnaisse l'État d'Israël. On parle donc de normalisation des relations avec Israël. Donc, décidément, on ne sait pas si c'est ce qui va faire peut-être capoter l'accord. Reste à voir. Moi, en point de presse aujourd'hui, la porte-parole de la Maison-Blanche s'est fait demander pourquoi la reconnaissance d'Israël n'avait pas été nommée lors du dévoilement de l'entente. The president is always the final deal maker, as you know, and this is something that he has mentioned on numerous occasions going back. I can provide you with those statements, and he has said if they don't join the Abraham Accords, the deal is off. So we'll continue to have those conversations with our Saudi counterparts moving forward. Chose certaine, cet accord suscite quand même des inquiétudes, mais il y a le secrétaire d'État américain, Don Marco Rubio, qui a dit que l'Arabie saoudite veut disposer d'un programme nucléaire pacifique et civil. On a également interrogé la porte-parole de la Maison-Blanche à savoir pourquoi il y a déjà un accord avec l'Arabie saoudite et non avec l'Iran. Et elle a mentionné que les 2 pays continuent de travailler à ce qu'il y ait un accord sous peu. On revient chez nous maintenant. On vous a déjà parlé du phénomène des réservations fantômes ou qu'on appelle aussi les no-shows. Depuis 1 an, les restaurateurs peuvent facturer jusqu'à 10 $ aux clients qui ne se présentent pas à leur réservation. Mais certains établissements chargent pas mal plus cher. Marie Cassimard. Si je veux prendre une réservation pour un groupe de 6 personnes, est-ce que vous devez prendre un dépôt? Oui, non, nous ne prenons pas de dépôt, mais nous prenons des informations bancaires. On ne vous charge pas, mais c'est uniquement en cas de no-show. Excusez-moi. Non, c'est pas nettoyé celle-là. Pardon. On charge 50 $ par personne. OK, 50 $ par personne si on ne se présente pas à la réservation. Exactement.
Depuis un an, les restaurateurs peuvent exiger un montant de 10 $ par personne qui ne se présente pas dans une réservation. Mais là, comme on vient de le voir, il y a des restaurateurs qui vont au-delà de ce que la loi le permet. Je suis serveuse de métier. Où je travaille, on le fait pas. À part pour les gros groupes où est-ce qu'on a mettons, la préparation à faire. Fait que c'est comme plus que 20 personnes et tout. Ça, on va charger un frais parce que ça nécessite qu'on book plus d'employés, la nourriture, ça. C'est souvent des contrats qui sont adaptés à chaque client là, pour savoir, mais c'est signé d'avance. Dans le sens que si le client ne se présente pas, il y a un contrat qui est fait vraiment. Si au moment de la réservation en ligne, le client décide de cocher les conditions de réservation, que le client donne son numéro de carte de crédit ou signe une entente avec le restaurateur, est-ce que la loi prévaut toujours? La loi sur la protection du consommateur prévoit elle-même qu'un consommateur ne peut pas renoncer à ses droits. Donc, même si un commerçant nous présente un contrat disant qu'on renonce à nos protections, cette renonciation-là n'a pas d'effet. Si on te demandait une carte de crédit pour, je sais pas moi, 50 $ par personne pour une réservation, est-ce que ça te ferait douter? Non. Tu le donnerais? Oui, dépendant de la qualité du restaurant. Bien, honnêtement, si il va y avoir un charge à ce point-là, je suis pas intéressé à faire des réservations. Est-ce que vous avez eu des appels, peut-être des questions à ce sujet-là? J'ai regardé pas toute la base qu'on a, là, mais on a eu peut-être une dizaine de questions là-dessus. Et je vous dirais qu'en matière de restauration, la question qui vient le plus souvent, c'est les pourboires. L'Office de la protection du consommateur nous a confirmé avoir reçu 14 plaintes depuis l'entrée en vigueur de la loi il y a un an. Jointe par courriel, l'Association de restauration du Québec indique que plusieurs de ses membres ont mentionné que le montant de 10 $ était insuffisant pour punir les clients qui étaient récalcitrants. Elle demande par ailleurs au gouvernement d'augmenter le montant de la pénalité. Elle ajoute aussi que plusieurs propriétaires n'appliquent pas le règlement, mais que la loi a permis d'avoir un effet sur le comportement du consommateur. Nous avons contacté certains établissements qui exigent des frais supérieurs à 10 $ par personne. Aucun d'entre eux n'a retourné notre demande d'entrevue. À Montréal, Mère Castima pour Nouveau Info. Si vous êtes en vacances et que vous passez par le port de Québec dans les prochains jours, vous remarquerez de nombreux bateaux, dont des voiliers presque centenaires. C'est le 7e rendez-vous naval dans la vieille capitale et c'est l'occasion d'en apprendre plus sur les navires et ceux qui y travaillent et même de les visiter. Laurence Royer. Je me trouve présentement devant le voilier italien Amerigo Vespucci qui est amarré au port de Québec et ce sera probablement le bateau qui sera le plus visité en fin de semaine pendant le 7e rendez-vous naval de Québec. Tu sais, le monde marin, comme à Québec, on vit près du fleuve, mais on se pose rarement les questions de qu'est-ce qui se passe sur ce fleuve-là. Et cet aspect d'aventure aussi qu'on peut retrouver sur un des grands voiliers, mais qu'on peut aussi retrouver quand même sur nos navires à nous, à la Garde côtière et à la Marine royale. C'est leur montrer ce qui se passe dans la vie de tous les jours. On veut leur montrer les endroits où on travaille, mais aussi les endroits où on se détend, où on peut dormir. Ce qui va plus surprendre les gens, c'est la manière qu'on s'organise pour vivre à l'intérieur d'un navire qui n'est pas grand. Fait qu'on forme une communauté très tissée, très serrée pendant souvent 5-6 mois lorsqu'on est parti. Au total, il y a 9 navires que le public pourra visiter, dont 5 voiliers et 4 navires, dont 2 Canadiens. Il y a une grande variété de navires. En fait, nous, on est le brise-glace léger. Vous avez le Margaret Brooke, qui est ce qu'on appelle un EOPS, donc c'est un navire de patrouille arctique. Le USS Mahan, qui est un destroyer. Et les autres, ce sont différents grands voiliers. Donc, on retrouve une goélette française. Vous avez des 4 mâts. Dans le fond, le Margaret Brooke, c'est un bateau de patrouille. On s'est patrouiller les côtes. Il y a l'opération Caribe, qui se fait dans la mer des Caraïbes. C'est des patrouilles anti-drogue. Le bateau est aussi allé en Antarctique avec des chercheurs. Patrouille dans le Nord, aller visiter les communautés, pouvoir apporter des ressources. C'est le 7e rendez-vous, mais c'est la toute première fois que la base de la Garde côtière canadienne sera accessible au public et qu'il sera possible de visiter un de leurs navires. Les navires Garde côtière, dû à nos besoins opérationnels, c'est très rare qu'on a l'occasion, comme en ce moment avec le Martha Black, d'en avoir un OK pour le public. Nous ici, on a un brise-glace léger baliseur. Donc, ils vont pouvoir rencontrer les gens à la timonerie, qui est le centre de contrôle du navire, la salle des machines, qui est un peu son cœur. Ils vont pouvoir venir ici sur le pont, où on se trouve en ce moment, voir nos bouées, voir des matelots qui travaillent en fait, sur ce pont-ci, comprendre nos opérations et comprendre peut-être un peu plus, démystifier les carrières maritimes. Par contre, si vous souhaitez visiter les navires, il faudra arriver préparé, porter des chaussures fermées. Sachez également qu'il y a énormément d'escaliers, donc les poussettes sont interdites et les jeunes enfants devront être capables de marcher par eux-mêmes. Par contre, il y a une expérience de réalité augmentée pour les personnes à mobilité réduite. Donc, on peut voir une visite du bateau Esmeralda, mais aussi du bateau Amerigo Vespucci, mais c'est une visite vraiment à l'intérieur des bateaux avec un guide. C'est destiné aux personnes à mobilité réduite qui n'ont pas la chance nécessairement de monter sur ces bateaux-là. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info.
Les hommages se sont multipliés à la suite du décès du légendaire pianiste montréalais Oliver Jones. La première ministre a écrit que le Québec a perdu un ambassadeur exceptionnel de sa culture. Christine Fréchette a souligné que le musicien est toujours resté attaché à sa ville natale, même s'il a brillé un peu partout sur la planète. Quant à Grégory Charles, il a rappelé qu'Oliver Jones était plus qu'un grand artiste, il était aussi un grand homme. La musique, je pense que tout le monde sait à quel point le talent était là et comment il était extraordinairement bon et un enfant prodige et tout ça. Mais plus que ça, pour moi, c'était vraiment l'homme. Un homme vraiment bon, humble, gentil, la classe incarnée. C'était vraiment un monsieur avec un très, très grand M majuscule, souligné 3 fois. Là. Ou si tu prends le festival de jazz, qui est le plus gros festival de jazz au monde, Oliver a toujours été là. Le festival de jazz a toujours été là pour Oliver et Oliver a toujours été là pour le festival de jazz. Et ça fonctionne, ça va ensemble, ça marche ensemble. C'est une symbiose qui fait le festival appelé Oliver pour lui dire « Écoute, veux-tu jouer? On a de la place. » Ou Oliver appelait le festival et disait « J'ai une idée. » Et le festival s'organisait pour que ça se passe. C'était un mentor, un ami, un idole. Et il m'a toujours inspiré autant dans ma vie artistique que ma vie personnelle. Je le connais depuis l'âge de 7 ans, donc j'ai grandi avec lui. La chose qui ressort, c'est vraiment la façon qu'il traite les gens et traite tout le monde de la même façon, avec générosité. Et donc ça, c'est ce que je veux que les gens se rappellent de lui comme personne, parce qu'il était une personne exceptionnelle. Que vous reconnaissez cette musique. En fait, le duo Angine de Poitrine ne cesse de rallier de nouveaux fans. Et cette fois, c'est la NFL qui a publié une vidéo sur son compte TikTok en utilisant une chanson des musiciens québécois. La publication fait la promotion du début imminent de la saison de football aux États-Unis. On y voit d'ailleurs des joueurs et des arbitres en train de danser. C'est une grosse semaine pour Angine de Poitrine qui se retrouve aussi à la une du magazine Billboard Canada. Alors, est-ce qu'on aura des survêtements de football avec des petits pois? On ne sait pas encore. Alors voilà, c'est complet pour ce soir. Notre l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Demain, on va surveiller la cérémonie d'ouverture du pont Gordie Howe qui relie Windsor, en Ontario, à Détroit, au Michigan, avec une fête, finalement, du côté canadien. Seulement avec les Canadiens, il faut dire que les relations sont assez froides depuis l'annonce de tarifs au début de la semaine. Il y en aurait peut-être d'autres demain. Alors là-dessus, moi, je vous souhaite bonsoir et bonne nuit. C'est Sabrina Rivet qui sera avec vous dès demain. Je serai en vacances. Au revoir.